Un pour tous, d'accord. Mais moi d'abord. Sommes-nous vraiment égoïstes? Oui, le sujet est intéressant, hein. Il pose la question d'un intérêt réel pour la collaboration. Si nous sommes égoïstes par nature, le travail collaboratif est voué à l'échec. Nous avons alors tout intérêt à promouvoir la division du travail selon la théorie d'Adam Smith. Adam Smith qui nous explique que c'est par la recherche de notre intérêt personnel que nous développons la prospérité commune. Chaque ouvrier participe à la fabrication d'un objet, comme une veste de laine par exemple. Et si, comme il le dit, chacun d'entre eux ne s'intéresse absolument pas à l'objet fini, c'est bien l'addition des petits intérêts égoïstes qui produit le vêtement. Selon Adam Smith, c'est notre égoïsme naturel qui favorise le bien-être de la société. Quoi que l'on puisse en penser aujourd'hui, il s'agit bien d'un regard humaniste et bienveillant porté aux travailleurs. Si vous lisez les écrits de Frederick Taylor et que vous vous remettez dans l'ambiance germinalienne de l'époque, vous comprenez le désir concurrent du Taylorisme à améliorer les conditions de travail des ouvriers. L'effort est moindre et les risques sont diminués. Nous sommes évidemment loin du marxisme, mais l'intention de se rapprocher de la vraie nature de l'homme est bien présente. Des termes comme équité, comme harmonie, sont déjà présents en 1916 dans les théories sur l'administration française d'Henri Fayolle. Et c'est à Mary Parker Foley que l'on doit dès 1918 la vision avant-gardiste d'un leadership partagé, d'une approche coopérative et presque bottom-up de la productivité. Le directeur omniscient et omnipotent laisse sa place à un leadership intégrateur qui valorise les talents et leur donne droit au chapitre. Il faudra pourtant encore attendre 20 ans et une sérendipité avantageuse pour commencer à changer. C'est suite à l'observation des comportements d'une équipe de production qu'Elton Mayo découvre la place de la relation humaine dans la productivité. Plus que les avantages en espèces, c'est bien l'intérêt que l'on porte aux gens, la reconnaissance, le respect qui favorise la motivation au travail. Et si ces ouvriers ont été plus productifs, c'est que pour la première fois de leur vie, des personnes, et des scientifiques en plus, se sont intéressés à eux. Cela fait donc près d'un siècle que la performance par la rationalisation du travail est remise en question. Cela fait près d'un siècle que des chercheurs ont démontré que la performance est issue de la confiance. Et cela fait près d'un siècle que nous savons que le collectif est plus performant que l'individu seul. Et si vous ajoutez à cela les études sur les influences sociales, sur les dynamiques au sein des groupes restreints, sur la force du collectif, sur la culture d'entreprise et sur l'engagement. Si vous considérez les études sur les profils de personnalité, sur la place de l'estime de soi, sur l'importance des signes de reconnaissance, sur le besoin d'appartenance et sur la dimension humaine de l'entreprise. Et si vous complétez votre réflexion sur le poids des métriques, l'irrationalité des décisions et la place de l'adaptabilité, alors vous comprenez que l'homme n'est pas égoïste par nature, et plus encore qu'il est social par essence. Vous comprenez qu'il agit en permanence pour maintenir son équilibre psychique et émotionnel. Et vous comprenez surtout que cet équilibre passe obligatoirement par l'entraide et la collaboration. Vous découvrez à quel point c'est la collaboration qui a construit la civilisation par la capacité de l'humain à partager, par son plaisir à échanger et à transmettre ses connaissances. Les crises successives que nous vivons, et celles que nous allons encore vivre, créent deux types de réactions opposées. D'un côté, il y a l'apathie et le fatalisme morbide, un sentiment d'incapacité face à quelque chose qui dépasse l'effort individuel. Il n'y a rien à faire, je suis trop petit, je suis tout seul, quoi que je fasse, c'est voué à l'échec. Et de l'autre, il y a un apprentissage à l'adaptation, une nouvelle qualité de penser et d'agir. Avec opportunisme, c'est profiter du changement pour les transformer en occasion à faire autrement, à faire mieux, avec de nouvelles ambitions. Dans une contingence permanente, plus rien n'est prédictible. Nous ne devons plus chercher à prédire l'avenir, nous devons être prêts à l'accueillir. Et c'est tout le paradoxe de notre condition, La peur de l'inconnu nous pousse au repli individualiste. Mais la réussite de nos projets passe
obligatoirement par le collectif. Nous sommes alors dans une double contrainte, dans une injonction paradoxale. Ne fais confiance à personne, ils veulent profiter de toi. Face à « aie confiance dans le groupe », ensemble, on est plus fort et surtout, on va plus loin. Cette dissonance cognitive est d'autant plus présente si aucune culture de collaboration ou de coopération n'a été mise en place au sein de l'entreprise. La culture de la collaboration est un élément clé de la force d'une entreprise. Collaborer, c'est faire ensemble. C'est l'union et la complémentarité des talents. Plus encore, collaborer, c'est partager égalitairement les responsabilités. Tout le monde est impliqué, tout le monde est engagé. Et l'entreprise a tout intérêt à valoriser l'esprit d'équipe de ses collaborateurs et de ses managers. C'est l'esprit de cohésion, d'entraide et d'abnégation. Car c'est par l'esprit d'équipe que chacun accepte d'arrondir les angles, de changer d'avis, de faciliter la vie des autres. L'équipe, c'est l'humain augmenté de l'entreprise. C'est la diminution de la procrastination. C'est un meilleur knowledge management. C'est une répartition de la charge de travail. C'est une meilleure gestion des absences. C'est une plus grande créativité. C'est une plus grande autonomie. C'est une simplification de l'organisation. C'est une plus grande facilité au changement. C'est une plus grande capacité d'adaptation en cas de crise. En fait, c'est une plus grande intelligence collective. Développer l'esprit d'équipe, c'est anticiper les crises. C'est de la gestion du risque, c'est de l'antifragilité. L'équipe doit être au centre d'une stratégie motivationnelle. Plus important encore que les compétences du manager ou les qualités du leadership, l'équipe est l'atome qui compose l'ADN de l'entreprise. Une chose est certaine, si vous voulez profiter de la performance des équipes collaboratives en période de crise, vous avez tout intérêt à vous y prendre avant la crise. Oui, je sais, ça paraît idiot comme remarque, mais vérifiez tout de même. Quel est le niveau de collaboration entre vos employés? Quel est le niveau de coopération entre vos départements? Combien de vos collaborateurs travaillent seuls ou en micro-équipe de 2 ou 3 personnes? Et combien d'entre eux ont un réel backup? Un backup capable de reprendre leur activité en cas d'absence inopinée? Et ce backup est-il capable de digérer la charge supplémentaire, sans broncher? Pour paraphraser Nassim Taleb, au lieu de vouloir anticiper les signes noirs, mieux vaut chercher à déceler les fragilités d'un système. Quel est le niveau d'antifragilité de votre département? N'hésitez pas à me contacter ou à contacter des entreprises spécialisées dans la collaboration des équipes et dans l'accompagnement à l'innovation managériale. Si vous devez vous préparer au changement, c'est maintenant que ça se joue. Que la semaine vous soit magique et qu'elle vous apporte 1000 occasions de stimuler le système.